Salut à tous. Alors aujourd'hui, une nouvelle interview, mais à distance cette fois-ci. Je reçois Max Maximus, que vous connaissez sûrement parce qu'il a une chaîne YouTube qui parle de montage et d'entrepreneuriat. Et Max a aussi pas mal bossé sur des longs métrages en tant qu'assistant monteur. Et aujourd'hui, il habite à New York. Salut Max. Salut Théo. Est-ce que tu pourras nous parler un peu de ton parcours de jeune vidéaste, la première fois que tu as voulu créer une vidéo jusqu'à aujourd'hui? Waouh. Alors c'est un parcours. Tu sais quoi, je vais faire simple parce que il y a beaucoup de détails dans ce parcours. Ouais. Au début, je faisais des vidéos. J'avais un PC que j'avais monté moi-même. Devais avoir 10 ans, un truc comme ça. Et du coup, j'ai monté mon PC. J'avais Windows XP, la base. Je montais sur Pinacle, la base. Et je filmais non pas avec un appareil, non pas avec un 5D, etc. Parce que tu imagines bien, à cet âge-là, ça n'existait pas. Et donc, je filmais avec une caméra qui filmait en 800 par 600, une caméra Logitech, une espèce de petite boule qui se décrochait de sa base. Et j'avais deux rallonges USB de 2 mètres, donc ça faisait au total 4 mètres plus les 1 mètre, je crois, de fil. Et du coup, j'allais me déplacer comme ça dans la maison pour filmer. C'était clairement pas du grand art, mais c'était mes débuts, écoute, quand j'avais une dizaine d'années. Tu filmais quoi? Tout, mon frère. Je filmais ce que je pouvais atteindre à 4 mètres. Ouais, d'accord. Ce que tu avais sous la main, quoi. Voilà, ouais, non, Ok. c'était. Je filmais voilà, des Lego, des Playmobil, des machins, des trucs, mes animaux, voilà. Ouais. Et puis après, ouais, j'ai upgradé, j'ai eu un appareil, machin, qui faisait de la vidéo et tout, à force de faire des petits jobs pour me payer des trucs. Et puis après, bah, de toute façon, de manière générale, j'ai progressé toujours autodidacte jusqu'à 18 ans où je voulais faire comme les stars. Et du coup, j'ai fait une web série qui était sur le web et que personne n'a vu. J'ai diffusé d'ailleurs un épisode sur la chaîne YouTube que j'ai critiqué. Ouais. Donc, J'ai fait un t'étais live au dessus, lycée à hein. ce moment-là? Ouais, j'étais au lycée, j'ai choisi un bac facile, j'ai choisi un bac STG pour pas avoir à travailler. Et comme ça me permettait de faire du sport avec mes potes tout le temps. Et en même temps de faire mes tournages. Donc ma mère payait, si tu veux, les caddies pleins de pâtes, de machin pour faire la régie. Et j'avais tous mes potes plus âgés et moins âgés qui venaient m'aider le week-end. Et on a fait 6 épisodes plus 5 courts-métrages. Donc au total, ça faisait une vingtaine de jours de tournage répartis sur mes 18-19 ans. C'était assez cool. Donc tu faisais Donc j'ai ça été genre chercher pendant les week-ends Ouais. Les D'accord. week-ends, bah, je préparais les scénarios la semaine, on montait avec mes potes et tout, mais voilà, je montais sur Final Cut, j'avais zéro expérience et tout, c'était marrant, j'apprenais tout sur Internet. Je Du l'ai vu moins, cet j'essayais épisode. parce que... T'en as parlé dans un live, c'est ça, hein? Ouais, Tu l'as ouais, décortiqué je l'ai dans vu un live. dans Ouais. un live, je l'ai décortiqué, ouais, c'est bien de la merde. Il y a toutes les erreurs que tu fais quand tu connais rien, quand tu sais pas faire un scénario, quand tu sais pas... quand tu comprends pas ce que c'est déjà faire un scénario et faire une histoire, que tu comprends pas que c'est parler à des humains et que c'est communiquer et que c'est manipuler quelqu'un. Moi, ça me fait rire quand les gens me disent oui, je veux pas manipuler les autres. Bah, tu veux pas faire du cinéma alors, tu veux pas raconter d'histoire et tu veux pas faire de la pub et tu veux pas faire des vidéos parce que c'est manipuler. Ouais. Et c'est assez intéressant parce que quand j'ai commencé à comprendre ça, plus tard dans ma carrière, donc entre-temps, j'ai fait école de cinéma à Paris. Parce que je voulais Ouais. faire du cinéma, j'étais, tu vois, focus, je veux faire du cinéma, je veux faire du cinéma. Donc j'ai fait une école de cinéma à Trappes, Ouais. donc en région parisienne, que j'ai payé 30 000 euros. C'est pas papa, maman qui ont payé, c'est mon travail qui a payé et un prêt. Et en fait, Ouais. j'ai payé, tu sais, c'est un prêt étudiant, donc tu payes après avoir fait les études. Et en deuxième année, je bossais déjà. J'ai fait des stages le plus possible pour être sûr de bien mettre le pied dans le milieu. T'as Donc fait j'ai des stages commencé où? en télé, j'ai fait Bernard de la Villardière la première année. Ouais. Ce qui était énorme, c'est que j'arrive dans la boîte à Porte-Maillot et j'étais censé bosser avec leurs techniciens. Ils avaient 5 ou 6 avides et tout. Et tu sais, il fait les enquêtes exclusives, machin, d'autres trucs pour Énergie 12 qui étaient en sous-traitance et tout. Et au final, je me retrouve, le technicien, il se barre la veille de moi, j'arrive, donc je me retrouve tout seul. Et je me retrouve tout seul, je connaissais Avid, genre, je savais faire 2-3 trucs, mais je savais pas faire tous les ingests, les machins, les trucs trop spécifiques. Ouais. Et du coup, ils ont fait venir un intermittent quelquefois pour me former et tout. Et en fait, Avid, je l'apprenais qu'en deuxième année, donc comme j'avais déjà commencé à l'apprendre pour aller en stage et tout, je suis arrivé en deuxième année, j'étais déjà, pas un tueur, mais j'étais déjà bien calé sur Avid, donc j'avais déjà mon plan bien en action. Et puis après, ben voilà, j'ai fait de la pub à partir de la deuxième année où j'étais dans le groupe Publicis, où j'ai fait pas mal de pubs. Ouais. Donc en tant qu'assistant. Puis après, j'ai commencé à faire du montage en pub, où là, tu commences à avoir des vrais bons gros salaires à la journée. Aussi des vraies journées un peu chiantes des fois, mais toujours intéressant. Donc là, tu bossais en tant qu'intermittent du spectacle, du coup. Exactement. Ouais, j'étais Ouais. intermittent. En fait, j'étais intermittent depuis la deuxième année de l'école, où j'ai commencé, j'ai fait de la pub, et puis après, j'ai eu l'opportunité de bosser comme stagiaire sur un long métrage. Ouais. Et après, j'ai rebossé dans la foulée, en fait. La troisième année, j'ai fait un film, j'étais en train de bosser sur un film
qui s'appelle Maintenant ou jamais, qui était une première réalisation et c'était super intéressant. Donc en fait, t'es quand même allé vite, tu as commencé à bosser pendant Ouais, ton école, tu étais déjà dans le monde du ouais, boulot. Enfin, parce que des fois, quand on est en école de ciné, on fait des stages un peu pourris où tu fais le café ou t'es à la régie. Là, tu as quand même fait des stages intéressants direct et tu as commencé à bosser quoi. ouais. Direct. Ouais, si tu veux, en fait, moi, on en parlait dans l'interview qu'on a fait ensemble avant. Je me suis fait tatouer Process et c'est pour une bonne raison. J'étais pas là, si tu veux, comme beaucoup en école de cinéma ou autre, en train de me dire ah, je vais faire des trucs, ça marchera pas, je serai le dernier à trouver un stage, on verra. Depuis que je suis arrivé à l'école, si tu veux, moi, je viens d'une famille, on est un peu, enfin, c'est agricole, monde agricole, un peu paysan, tu vois. Mes parents, ils ont un centre équestre et si tu veux, je suis pas prédestiné à monter dans les stratosphères du cinéma comme ça à Paris. Donc la seule manière d'y arriver, c'était de se sortir les doigts du cul et de faire le boulot. Et faire le boulot, ça commençait par démarcher tous les gens dont je pouvais trouver le mail qui bossaient dans le milieu et spammer tout le monde, quoi. Et de dire, ok, je voudrais juste avoir un café avec vous pour avoir des conseils, tu vois. Et en Ouais. fait, je me suis rendu compte que plutôt que de demander un job, si je demandais des conseils, j'avais moyen de créer un réseau. Et c'est plus ou moins ce qui est arrivé parce que l'ironie du truc, c'est que le stage que j'ai fait à la WAM, donc la boîte de post-prod du groupe Publicis qui fait toutes les pubs Renault, toutes les pubs Garnier, etc., ils vivent là-dessus. Si tu veux, c'est une grosse machine. Ça reste aujourd'hui l'une des plus grosses. Et la raison pour laquelle j'y suis entré, c'est parce que j'ai bombardé des gens de mails et que j'ai eu le contact de quelqu'un par quelqu'un d'autre, etc. Et ce qui est le plus marrant, c'est que voilà, aujourd'hui, ça fait à peu près 10 ans, quoi. Ouais, ça fait un peu moins de 10 ans. C'est des gens avec qui je bossais toujours il y a quelques mois, parce que là, je migre de plus en plus vers une autre aventure. Ouais. Mais c'est des gens avec qui je bossais, typiquement la demoiselle qui s'appelle Emma, que j'avais contactée à l'époque, qui se souvenait pas de moi, etc. Aujourd'hui, c'est elle qui m'appelle pour me donner des jobs, et c'est elle qui bosse avec, voilà, donc c'est vraiment une boucle super intéressante, et c'est un milieu dans lequel je serais jamais entré si j'avais pas construit mes skills d'un côté dans l'école, et aussi à côté de l'école, et persévérer à fond, trouver des stages, fait plus de stages que prévu, etc., etc. Et donc, est-ce que tu as trouvé ça difficile de trouver des stages et du coup de trouver tes premiers boulots? Parce que des fois, c'est vrai que quand on est en école, on a l'impression de galérer, on envoie je sais pas combien de candidatures, on se dit on reçoit que des réponses négatives. Donc, est-ce que toi, tu as trouvé ça facile ou est-ce que tu as trouvé ça difficile, mais tu t'es dit il faut que je persévère, je vais rien lâcher? Comment Euh, t'étais à ce moment-là? En fait, il y a un truc aujourd'hui, moi, contre lequel je lutte, et à tous les niveaux, pas uniquement quand tu veux trouver des stages en école de cinéma, quand tu veux trouver des clients, quand tu es indépendant ou quoi que ce soit, c'est le standard et les trucs habituels, tu vois, type bonjour, je suis Maxime, je suis en école de cinéma, je voudrais un travail s'il vous plaît, je voudrais un stage s'il vous plaît. Et en fait, après le moment où j'ai arrêté de faire ces messages tout pourris, j'ai eu des vraies réponses et j'ai eu des gens qui me répondaient en fait. Et de manière générale, hein, après c'est un numbers game, hein. Quand tu envoies 200 mails pour trouver un stage, c'est différent de quand tu envoies 10 mails à des petites boîtes. Quand tu envoies 200 mails en tapant haut, en allant avec des vrais arguments et que tu demandes des choses simples, c'est la même méthode que quand tu veux vendre à des clients quoi que ce soit. De manière générale, avant de vendre quoi que ce soit dans n'importe quelle industrie, dans n'importe quoi, tu vends une idée. Et donc l'idée, c'était de vendre, je veux travailler avec vous, je veux apprendre de vous, et c'est aussi, si tu veux, jouer sur le fait que l'autre personne en face, elle a envie de... si tu rends les choses simples pour elle, elle aura envie de t'aider, en fait. Si tu lui dis j'aurais besoin qu'on s'appelle pour me donner des conseils, non. Si tu lui dis dites-moi où je travaille, dites-moi où vous travaillez, je viens pour vous rencontrer 5 minutes et avoir 2-3 de vos conseils, déjà, tu as quelque chose de différent. Ouais. Donc ouais, c'est hyper hardcore, mais la vérité, c'est que on n'est pas dans un milieu qui est si saturé que ça. C'est saturé pour les branleurs, en fait. Donc du coup, c'est... Quand tu te bats, tu peux y arriver en fait. Donc en fait, c'est vrai que donc c'est un milieu créatif, mais en fait ce que tu dis c'est qu'il faut aussi être créatif dans la façon dont tu te présentes, dans la façon dont tu démarches les gens et il faut pas il faut réussir à sortir du lot et Ouais, il faut aussi bousculer les idées reçues, c'est comme ça, tu vas pas y arriver, donc en fait c'est un peu mm, ça que tu as fait quoi, tu t'es dit il faut que enfin voilà, il faut vraiment que je montre que j'ai envie, que je montre ma motivation et que je montre que voilà, je suis pas là en train d'attendre qu'on vienne vers moi. ouais, carrément. Bah, tu sais, moi je me souviendrai toujours d'un moment où, euh, en première année, je me suis dit, je voyais les deuxièmes années qui bossaient et je me suis dit, ah, c'est super cool et tout, putain, ils bossent, machin. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais faire des stages, je vais faire plein de trucs. Et en fait, je demandais à mes profs, parce que j'étais genre méga hardcore, et je demandais à mes profs de montage, à tous mes profs, s'ils avaient des plans pour moi, s'ils avaient des opportunités et tout. Et je me souviens d'un moment où je traversais le rond-point là-bas à Trappes vers l'école,
où j'étais, tu vois, je rentrais chez moi, j'ai vécu, tu vois, le déracinement, j'avais ma famille, mes potes, super ambiance, on faisait des courts-métrages, le sport et tout. Ah, tout seul à Paris, dans un appartement, je connais personne. La désillusion sur l'école, parce que tu te dis au départ c'est génial, et en fait tu te rends compte que bon, bah, ils prennent ta thune et ils font le minimum possible. Et en fait, derrière, tu te dis putain, mais j'ai plein de lacunes, il y a plein de trucs que je connais pas. Et ouais, il y a un moment donné où je me suis dit, de toute façon, j'ai pas le choix, je suis là pour réussir. Moi, j'imagine pas que je vais pas réussir, mais je me souviendrai toujours de ce moment où je suis allé parler à un prof à l'arrêt de bus et je lui dis, ouais, j'aimerais bien avoir des jobs, avoir du travail et tout. Et il me dit, ouais, mais c'est une question de temps, quoi. Ça va venir avec le temps. Et c'est vrai que dès que j'ai commencé à mettre le pied dans les stages, dès que j'ai commencé comme j'avais mon background, que je travaillais sans cesse, tu vois, je rentrais les soirs chez moi et j'apprenais à vite, j'avais acheté une licence aux États-Unis sur eBay, etc. Et du coup, je bossais sur le truc de façon à ce que dès que j'ai l'opportunité, je puisse transformer l'essai et être validé comme quelqu'un qui a de la valeur à apporter, tu vois. Et du coup, quand je suis allé la deuxième année en stage à la WAM et qu'ils ont vu à quel point je pouvais être efficace, tout ce que je pouvais faire, etc., derrière, ils m'ont rappelé. Et c'est comme ça, en fait, c'est à partir de la deuxième année, donc à partir de janvier-février, après le stage, où j'ai commencé à revenir et je revenais une nuit, je revenais un week-end, je revenais un autre week-end et tout. Et donc, du coup, quand tu te fais payer, on va dire, allez, 150, 120 balles le week-end, bah, tu te fais 300 balles dans un week-end. Donc, j'ai arrêté mon travail au McDo, que je venais de commencer. T'as bossé au McDo? Ouais, j'ai commencé 3 mois plus tôt le McDo parce que j'avais besoin de thunes. Ouais, parce que moi, c'est intéressant parce que j'y ai bossé aussi, donc... Ouais, c'est plus jamais. Tu faisais les frites ou les burgers? Je faisais les burgers, je faisais les spéciales. Mais c'est hyper intéressant parce qu'encore une fois, c'est des process et mon cerveau, il aime bien appliquer des process, mais c'est vrai que on va dire que mes coéquipiers n'étaient pas mes partenaires de rêve. Et puis je l'ai déjà raconté dans un truc que j'ai posté sur Facebook, le piège du McDo, où en fait, ouais, le bus était... je devais prendre le bus à 1h, je dormais 3 heures par nuit quand je bossais au McDo parce que je prenais le bus... mon shift il se finissait à minuit, le bus était à minuit 1, donc si je ratais le bus, il fallait que j'attende 1 heure à l'arrêt de bus. Ouais. Alors, tout ça alors qu'il y avait un McDo qui était littéralement à côté de chez moi, hein, mais c'est pas celui-ci qui m'a embauché, quoi. Ouais. Et donc ouais, j'ai arrêté ça et ouais, je gagnais, on va dire, entre 200 et 500 balles par mois pour aller bosser 3-4 jours par semaine, enfin 3-4 jours par mois, et c'était vachement bien parce que c'était le début du truc, quoi. Ah, puis en plus, entre bosser au McDo et bosser dans le monde, même si c'est pas forcément le meilleur poste, tu bossais au moins dans le domaine que tu visais, quoi. Ouais. Donc finalement, la première fois où tu as bossé, la première fois où tu as été rémunéré, donc c'était pour eux, pour Publicis, c'est ça? Ouais, c'était Publicis. Enfin, c'est un sous-groupe, mais ouais. D'accord, ok. Donc c'est pour eux. Donc en fait, tu avais fait un stage, tu avais commencé par un stage et après, ils t'ont appelé pour des piges d'intermittence. Ouais. Ok. Exactement. Ok. Donc après, tu as fini ton école. Après, j'ai fini l'école. Eux, ils ont voulu que je finisse l'école après, en deuxième année. Donc du coup, j'ai eu l'opportunité, j'ai eu la chance de rencontrer par des amis quelqu'un qui m'a connecté à quelqu'un d'autre qui faisait du long métrage. Et donc du coup j'ai eu la chance d'être dans une journée dans la salle de long métrage avec le monteur et j'ai pu il m'a demandé un truc à un moment donné parce qu'il n'avait pas d'assistant et du coup j'ai pu transformer l'essai encore une fois puisque j'avais les skills nécessaires vu que j'avais fait mes stages dans Publicis où là si tu veux c'était du gros c'est de la grosse ingénierie c'est des pubs. Mais une pub L'Oréal, c'est comme un long métrage, c'est le même type de matos, etc. Et donc, du coup, pour moi, il n'y avait rien de différent quand le mec il me demande pendant une journée de faire un bout à bout sur un vide ou de faire ci ou de faire ça, de faire machin. Et donc, du coup, c'est là que j'ai commencé à mettre le pied. Puis après, je suis resté sur ce film au final jusqu'à la fin. C'était l'un de mes premiers films et l'un des plus cool. Chez Nord-Ouest, qui ont fait La Haine, etc. Le Dernier Combattant, enfin bref, tout un tas de bons gros films français, enfin de films de fond français. Qu'est-ce que c'était comme film, pardon, le titre? Le film, c'était... le premier sur lequel j'ai bossé, c'était... putain, je me souviens plus, parce qu'il est 12 titres. Putain, attends. De toutes nos forces, voilà. Parce que De toutes nos forces, c'est un film de Niels Tavernier, avec Gérard Gamblin, et c'était super intéressant, parce que c'est un film qui avait pas mal de problèmes d'un point de vue narratif. Et je suis arrivé au moment, si tu veux, où ils avaient déjà fait les premiers montages, et c'était la pleine réflexion où tu commences à prendre le film et le manier dans tous les sens pour essayer de raconter, d'optimiser le racontage d'histoire, on va dire. Et du coup, c'était vachement intéressant. En fait, je pense que c'était vraiment une belle opportunité de commencer ma carrière de long métrage en rentrant sur un film comme ça. Et après, j'ai fait d'autres films qui étaient très intéressants, mais j'ai toujours monté d'un niveau, si tu veux. Après, j'ai fait un film où j'étais assistant directement et stagiaire, et j'avais un stagiaire, accessoirement. Ouais. Mon meilleur pote qui aujourd'hui a fait plus de films que moi.
Et après, j'ai fait un film avec là où j'avais 1 second. Après, j'ai fait un film où j'avais plein d'effets spéciaux, etc. Donc sans cesse, je montais en challenge. Donc tu montais quand même assez vite, relativement Ouais. vite. Bah ouais, j'ai fait 15 films en pas longtemps, quoi. Et c'était vachement cool. Et puis ouais, j'ai bossé pour, tu vois, avec les prods du GC, de Gaumont et tout. Donc t'as accès à des trucs où tu bosses avec des gros monteurs sur des gros projets, etc. Et voilà, c'est des gens aujourd'hui avec qui je peux aller boire un verre, etc. Enfin, on s'entend super bien et c'est vraiment super agréable. Ouais. Et ça, enfin, pour moi, si tu veux, et je le dis à chaque fois, aujourd'hui, c'est du bonus parce que j'ai réussi ce que je voulais réussir, quoi. Est-ce Donc que, est-ce que à ce moment-là où justement, où tu grimpais régulièrement, tu passais de stagiaire à assistant, à monteur, etc., est-ce que tu étais dans une sorte de challenge personnel, de se dire, enfin, j'ai envie d'évoluer. Est-ce que c'était pour toi? Parce qu'il y a des gens, j'imagine, qui passent, tu vois, 2 3 ans à être assistant, après, enfin, en fait, ils évoluent plus lentement. Est-ce que toi, tu avais cette envie de grimper les échelons? Est-ce que c'était une sorte de Alors, défi personnel? ouais, alors, il y a 2 phases. Faut savoir une chose, c'est qu'il y a très peu de gens en France qui ont les pieds dans les 2 sabots, c'est-à-dire qui font de la pub. Je parle pas de la pub genre en mode vidéo corporate, hein. Je parle de pub en mode télé, gros diffuseur, Budget, quoi. etc. Ouais. Voilà, gros budget. Qui font de la pub et qui font du long métrage. Beaucoup de monteurs avec qui j'ai travaillé font les deux, mais en fait, il y a très très peu, parce que c'est soit tu es dans le montage, soit tu es dans la pub. Et on va dire qu'un monteur qui fait que du long métrage ou une monteuse qui fait que du long métrage, elle fait long métrage, long métrage, long métrage, des fois à faire un peu de pub quand elle a des trous ou quand il a des trous. Mais c'est rare d'avoir un pied dans les deux. Et moi, le monteur avec qui j'ai le plus travaillé fait les deux. Donc j'ai eu la chance de pouvoir me développer en partie grâce à lui parce qu'il me sponsorisait ou me recommandait et tout. J'ai eu l'opportunité de pouvoir me développer vachement vite dans la pub à ce niveau-là. Et donc du coup, ouais, j'avais envie et intérêt à aller faire du montage en pub. Mais j'ai toujours, et ça a été une de mes erreurs, c'est que j'ai toujours voulu continuer l'assistanat en parallèle. C'est ce qui a bloqué mon ascension en tant que monteur en pub et aussi de vouloir continuer le long métrage en parallèle. Mais si j'avais décidé de faire que du montage en pub, aujourd'hui, je pourrais avoir une carrière de montage en pub qui serait bien plus impressionnante que celle que j'ai eue, mais qui était en parallèle de long métrage, etc. Ouais. Donc ça, c'est une problématique et je suis pas le seul à être limité par vouloir jouer le double jeu, mais c'est très intéressant économiquement et c'est très intéressant artistiquement parce que tu changes sans cesse de dynamique. D'un côté, tu as la pub où c'est plus libre, plus sympa, plus fun, etc. Mais aussi un peu plus relou. Mais à chaque fin de journée ou chaque fin de semaine, si t'es embauché pour plus longtemps, c'est fini, t'as plus le temps d'occuper. Un long métrage, ça te pompe ton cerveau pendant 3 mois minimum et tu ne vis rien d'autre que pour ce long métrage pendant 3 mois, quoi. Et c'est D'accord. super intéressant parce que c'est un gros challenge, etc. Il y a beaucoup plus de paperasse, il y a beaucoup plus de process à mettre en place. Tu réinventes certains trucs à chaque fois et tout. Mais c'est pas c'est pas le même engagement émotionnel et mental et physique, quoi. D'accord. Voilà, Donc on va revenir après sur le montage en long métrage, mais juste pour terminer sur ton parcours. Donc tu as eu cette carrément. période où tu as beaucoup bossé en tant qu'intermittent pour du long métrage et pour de la pub. Et on va dire que maintenant, qu'est-ce que tu fais actuellement et c'est quoi ta direction? Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que j'ai longtemps jonglé entre les deux. Depuis que j'ai créé la chaîne YouTube, donc en 2016, j'ai commencé à pas à me désintéresser, mais comment dire, à migrer vers autre chose, à réouvrir les portes vers autre chose que je Déjà, faisais. pourquoi tu as créé ta chaîne YouTube déjà en 2016? Parce qu'en fait, j'en avais marre tu vois, d'être la petite bitch parisienne à essayer de maximiser mon temps, le temps que je facture, etc., etc. Parce que je suis arrivé à des trucs des fois où je facturais, j'allais passer 10 minutes dans des boîtes. Et comme j'avais certaines expertises que d'autres n'ont pas, ou alors que les personnes qui m'appelaient savaient que moi j'avais, en tout cas, je facturais des sommes de ouf pour rester 10 minutes dans une boîte, régler un problème. Et à un moment donné, je me suis dit, ouais, c'est bien, mais l'impact que j'ai est ridicule. Tu vois, tu viens, Ouais. tu vois toujours les mêmes personnes, etc. Et je me suis dit, ouais, ce serait bien si j'avais un peu plus d'impact, ce serait bien si je partageais mon expérience. Et du coup, j'ai fait un 180 total où j'ai commencé à partager en parlant de montage, de trucs, de machin. Et puis, il y a aussi une motivation qui était certaine, c'est que je voyais d'autres zouzous prétendre être professionnels. Et moi, si tu veux, quand je les entends parler, je vois ce qu'ils disent, je vois que c'est que du mytho et je vois qu'ils ont des compétences très minimes. Hmm. Et Donc, du coup, je me suis dit, c'est intéressant de peut-être mettre des bonnes, vraies informations à dispo, quoi. tu avais envie de mettre ta Euh, graine. ouais, je pense que c'était important que des gens qui veulent les bonnes informations puissent les trouver. Après, bon, bah, l'algorithme de YouTube et etc. Font que ça marche plus ou moins bien. Si tu fais pas assez de blagues, bah, ça marche moins bien. Mais bon, c'est vrai que voilà, l'idée c'était de partager
pas du tout de gagner de l'argent à la base, même si au final ça a dérivé en des formations, du coaching, etc. Mais c'est aussi l'évolution des choses, je pense. Mais à la base, c'était vraiment purement de partager et de pouvoir, si tu veux, je me dis à quoi ça sert d'avoir toute cette expertise si au final je la garde pour moi. Ouais. Donc voilà. D'accord. Donc du coup, tu as créé ta chaîne, ça a pris petit à petit. Et donc après, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé J'ai créé la chaîne et en fait, il s'est passé un truc, c'est que, comme je te disais, sans cesse, je montais de projet en projet. En 2015, il y a Beyoncé qui est venu faire son concert au Stade de France à Paris. C'était un concert slash clip un peu. Parce que genre c'était pas un montage de concert, tu vois, multicam, hop, c'est fini. C'était genre une semaine intensive où on a dormi 3-4 heures par nuit. Je suis quasiment pas rentré chez moi pendant une semaine. Il y avait 10 monteurs et du coup, moi, j'étais l'un des premiers assistants qui arrive sur le projet avec après 3 autres assistants, dont certains qui étaient en télé, certains que j'ai fait venir moi, etc. Et c'était, je peux t'en parler pendant 3 heures. Il faudrait qu'on fasse une interview totalement différente. Mais il fallait monter quoi là? Il fallait monter ce qui passe sur l'écran Non, c'était pas le VJing, c'était le concert. Donc en gros, elle finissait le concert, elle avait 3 soirs de concert, plus répétition. Et chaque soir, on recevait les rushs, il fallait tout ingester, tout préparer pour que les monteurs puissent monter. C'était une captation Ouais, c'était une captation, mais D'accord. c'était une captation concert parce que le réalisateur qui a fait ça, c'est celui qui fait ses clips habituellement. Donc c'était un peu un clip concert machin et c'était diffusé sur HBO et on avait 10 jours. D'accord. Et voilà. Et je suis même pas au générique tellement c'était top secret, etc. et machin, et tellement ils voulaient pas que les Français soient au générique. Ouais. Et du coup, c'est assez intéressant. C'était un projet hyper intéressant. Et si tu veux, j'ai vécu l'adrénaline de ce truc-là. Et après, je me suis dit, non, mais en fait, je peux pas continuer avec mes projets de long métrage qui sont certes intéressants et certes badass pour certaines personnes, mais qui pour moi sont. Il n'y a pas l'adrénaline, il n'y a pas ce que je recherche, tu vois, je m'ennuie trop. Ouais. Et du coup, j'ai essayé, j'ai pas mal noué des liens avec les Anglais qui bossent sur Mission Impossible, qui bossent sur Kingsman, etc. Avatar, enfin les gros projets US. Parce qu'il y en a pas mal qui sont produits avec l'Angleterre. Au même Ouais. titre que nous, en France, on produit vachement avec la Belgique pour les crédits d'impôt. Eux, ils font pareil entre les États-Unis et le Canada et l'Angleterre. Et du coup, je me suis pas mal fait pote avec ces gars-là, avec idée de déménager là-bas et d'intégrer leurs équipes pour bosser sur des gros projets et refaire une ascension, si tu veux, là-bas. Ouais. Mais le truc, c'est qu'au final, j'ai décidé de pas le faire parce que je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire ça, puis dans 5 ans, je suis rebloqué au même niveau parce que, voilà, une fois que j'ai fait un Star Wars, qu'est-ce qui se passe de mieux derrière? Et du coup, j'étais partagé entre l'excitation de me dire je pourrais faire un Star Wars, ça serait trop génial, après je pourrais me la péter. Je pourrais le Et le dire. fait Ouais. de. Voilà, mais je veux dire, aujourd'hui, ce que j'ai fait me suffit largement et je me suis dit, ok, est-ce que tu le veux parce que c'est stylé, c'est émotionnellement intéressant, ou est-ce que tu le veux parce que ça va vraiment t'apporter quelque chose dans ta vie? Et la vérité, c'est que c'est toujours non-stop. La différence, c'est qu'un film français, c'est 3 à 4 mois, 6 quand vraiment c'est un long film. Et on n'a pas d'énormes gros projets comme les Américains, mais les gros projets américains, c'est 1 an ou 2 ans, voire 3 ans. Life of Pi, c'est 3 ans. Donc, si tu veux, j'étais pas prêt à donner 3 ans de ma vie sur un film, même si je savais qu'en étant dans ce petit groupe de mecs en Angleterre que je pouvais séduire rapidement et qui je pouvais créer des liens rapidement, j'allais bosser vite parce que j'avais les compétences. Je l'ai pas fait parce que Tu ne voulais pas faire ça ça me toute ta demandait vie, de quoi. déménager, ça me demandait de pas être avec ma meuf avec qui j'étais déjà depuis 5 ans en France. Ça demandait d'avoir 2 maisons, ça demandait plein de bordel logistique. Tout ça pour au final aller être bloqué sur des films à l'étranger et commencer en étant sous-fifre. Et même si je montais vite les échelons, voilà, encore une fois que j'ai fait un Star Wars, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Ouais, non, mais je comprends bien parce que justement c'est intéressant ce que tu dis parce que moi c'est un peu ce que j'ai vécu. Alors c'est pas le même domaine mais c'est à la télé. Mais c'est-à-dire que bosser au journal de 20 heures, avoir son nom qui passe à la fin du journal et être reconnu par tes grands-parents, donc c'est hyper cool. Tu te dis bon tu peux un peu te la péter, mais au bout d'un moment t'en as marre parce que finalement est-ce que tu as envie de faire ça toute ta vie quoi? Donc même si je me doute que dans les films c'est un petit peu différent parce que c'est quand même de la fiction donc il y a un peu plus de créativité, mais je comprends totalement que entre guillemets, avoir un statut en te disant j'ai bossé sur tel film pour pouvoir te la péter, c'est pas forcément ce que tu as envie de faire toute ta vie et t'arrives à un certain palier quoi. Et toi, du coup, est-ce que peut-être que tu recherches aussi un peu l'indépendance, un peu la liberté? Ouais. Bah, là, c'est du coup moi, les projets que j'ai entrepris avec la chaîne YouTube, ça a été un début où j'ai recommencé à faire du conseil pour des clients. Toujours, en fait, si tu veux, j'utilise mes compétences que j'ai pratiquées en pub et en cinéma pendant 10 ans sur l'aspect marketing et sur l'aspect raconter une histoire, etc. Ce qui est quand même le métier du monteur, surtout en long métrage, où tu reçois tout ce qui a été tourné et c'est à toi de faire en sorte que même si le scénario d'origine, c'est toi qui vas le monter, c'est une des premières versions, et après, c'est de faire en sorte que ce soit le mieux possible. Donc, qu'est-ce qu'on retire, qu'est-ce qu'on rajoute, comment on manipule le public, et tu peux voir
sur les sites de David et de Première, etc., il y a des super mini-documentaires sur comment les monteurs américains font des trucs de ouf pour les films américains. On fait la même chose pour les films français. La différence, c'est le budget et les stars et la qualité des scénarios. Mais de manière générale, ouais, c'est un travail qui est super excitant. Et aujourd'hui, je me dis si j'aimerais bien faire ce travail pour des gens qui en ont besoin, tu vois. Et typiquement, en étant indépendant, et si tu n'as pas envie de prendre une caméra et si tu as les skills que j'ai, conseiller des clients sur quelles vidéos ils doivent faire, pourquoi, comment, avec la composante marketing et puis la composante simplement raconter une histoire pour manipuler, pour vraiment orienter et passer un message. C'est des choses qui sont super intéressantes. Moi, c'est des choses qui me font kiffer. Donc non seulement c'est ce que je fais aujourd'hui pour certains clients que je sélectionne parce que je bosse, j'ai pas besoin de ça pour vivre. J'ai un cumul d'activités qui me permettent de vivre. Et ça, c'est aussi ce que j'enseigne dans mes formations. Donc du coup, c'est vraiment, tu vois, toujours ce cycle de je fais des choses et basé sur mon expérience et mes connaissances, je l'enseigne aux autres pour que les autres puissent faire mieux que juste être un pouce-bouton si tu veux être vidéaste indépendant. Et donc c'est ce qui m'a poussé à lancer Maximus University, et après je lance plein d'autres entreprises à côté dont je parle pas beaucoup, qui sont indépendantes de la chaîne YouTube, etc., qui sont sur d'autres sujets, mais toujours autour de la vidéo et de la communication, quoi. D'accord. Donc tu as habité pendant une certaine période à Paris. Et ouais, en 10 ans, oh là là. Ouais, 10 ans, ouais. Et donc du coup, t'en as eu marre de la vie parisienne et t'es parti maintenant, c'est ça? Ouais, grave. Maintenant, je suis parti à New York, Ouais. ce qui est assez cool, enfin cool avec des guillemets, parce que c'est le changement de vie. J'avais jamais changé de vie avant à ce point-là. Ouais. Je pensais que venir faire les études à Paris c'était un changement de vie, mais non, là c'est un changement drastique. Encore, j'ai pas d'enfants, mais bon, tu vois, j'ai les chats. Mais ouais, en fait, ça fait comme tu l'as compris, ça faisait quelques années que je voulais venir ici, ou du moins, à la base, c'était pour d'autres raisons, c'était pour bosser sur les gros films ici. La vérité, c'est que c'est hyper hardcore d'avoir un visa. Ça fait quelques années que je monte un dossier, mais c'est ingérable. Et en fait, on a eu l'opportunité par ma femme de venir ici parce qu'elle a eu une proposition qui nous permettait d'avoir le visa tous les deux. Ouais. Donc du coup, proposition sur laquelle on a sauté, qui me permet à moi de développer des nouveaux business. Enfin, je profite de cette opportunité pour développer des nouveaux business avec des partenaires. Pas sur place spécialement, mais pour toucher le marché anglophone de manière générale à terme. Ouais. Et donc du coup, c'est assez intéressant, notamment une boîte où on fait du montage illimité en fait. Enfin, c'est l'une des premières prestations qu'on fait. Ouais. Ça veut dire c'est quoi, montage illimité? En gros, tu payes un abonnement par mois et on fait du montage illimité. Ah. C'est-à-dire que tu nous envoies des vidéos, on fait du montage. Donc, on a des clients qui sont youtubeurs, on a des clients qui sont des entreprises, etc. etc. D'accord. Et donc, moi, je forme les monteurs qui font les montages. Ouais. Et je supervise le pool de monteurs, si tu veux. D'accord. Et donc, ça, c'est une boîte internationale. Donc, c'est des projets que je peux lancer parce que je me suis libéré du temps en ne faisant plus. Parce que comme je suis maintenant à New York, je fais plus d'intermittence de ciné et autres. Je suis à 100% sur mon entrepreneuriat. Ouais. Ce que j'apprécie à fond, parce qu'au final, ça me permet de faire la même chose que ce que j'aimais faire avant, tout en ayant mes bons souvenirs d'intermittent, etc. Mais là, la différence, c'est que je suis libre, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas de limite sur combien je vais gagner, parce qu'avant, tu vois, je pouvais pas faire plus de temps de films par an, il y a des limites de temps. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de limites, parce que c'est l'entrepreneuriat, c'est pas du tout les mêmes règles du jeu, quoi. Ouais. Donc finalement, tu as engrangé une expérience sur 5-10 ans à fond, tu as fait des longs métrages, tu as fait de la pub. Du coup, tu as engrangé tout ça et maintenant, tu es plus dans la transmission, dans la formation, et du coup, tu as cette liberté de pouvoir lancer tes projets. Et c'est ça que tu cherches, quoi. T'es pas nostalgique finalement de quand tu faisais des longs métrages. C'est une autre période, Non, quoi. des fois, je suis nostalgique, mais après, je me rappelle de la réalité aussi, parce qu'il y a une réalité dont je vais pas trop parler, parce que c'est pas intéressant de casser des rêves, mais il y a une réalité, surtout en France, où voilà, il y a beaucoup de choses qui sont pas très intéressantes, qui sont pas faites intelligemment, et qui j'ai bossé sur pas mal de projets US ou anglophones de manière générale, et tu as des projets qui sont beaucoup plus clean, tu as des projets sur lesquels c'est beaucoup plus agréable de travailler, et des fois, on va dire qu'en France, les choses sont faites à l'envers. Ça vient aussi de notre système de financement et comment il est fabriqué selon moi. Et si tu veux, voilà, je me dis ok, j'ai les bons côtés, mais à chaque fois que j'appelle mon pote, mon super pote Sam, et qu'on se parle, parce que lui maintenant il a fait plus d'une vingtaine de films, il m'a largement dépassé, tu vois. Ouais. Bon, ça veut dire que je l'ai bien formé, cela dit. Mais du coup, à chaque fois qu'on parle des problèmes qu'il a et de ce qu'il est en train de faire, je me dis ouais, tu sais quoi, ça me manque parce que j'aimais bien bosser avec lui, parce qu'on a fait pas mal de films ensemble, j'aimais bien tout ça et tout. Mais en même temps, je me dis, tu sais quoi, je suis content, ça me va. Je l'ai fait et je suis content d'avoir fait. C'est une période.
Ouais, Ouais. ça m'a pris du temps de faire le deuil quand même. Hein. Sinon, j'aurais dit, tu sais quoi, j'arrête et je serais parti directement faire mes Ouais. aventures entrepreneuriales. Mais tu vois, je quitte pas la vidéo, je quitte juste la manière dont je le fais. J'ai mis plus de temps à quitter la pub parce que ça me rapportait de la thune et parce que j'aimais bien ça. Parce que ça me demandait aussi beaucoup moins d'énergie, c'est-à-dire que j'allais mettre 2-3 jours dans une pub, tu vois, sur un tournage ou autre. Je suis parti récemment, là, cet été, je suis parti en Belgique, on a fait 5 jours d'hôtel 5 étoiles, c'était vrai, avec les monteurs, on est allé boire des coups, enfin, c'était vraiment trop cool et c'est des bonnes relations. Ouais. Mais ouais, au final, moi, aujourd'hui, ce que je cherche à faire, c'est tu vois, avoir du temps pour moi, être libre de mon temps et puis avoir un bon impact. Je pense que c'est plus intéressant pour moi, si tu veux, d'aider 10 gars qui veulent faire de la vidéo à vraiment bien vivre et être plus que des pouces-boutons, qui eux, chacun auront 5, 6, 20, 10, 30 clients. Je vais avoir un impact plus important dans mon passage sur cette terre, entre guillemets, pour être philosophique, que si je continue à faire un film par un film par un film ou un client par un client par un client, quoi. Ouais, d'accord. Donc je préfère cette philosophie-là, si tu veux. Ouais, d'accord. Non, mais je comprends tout à fait. Mais par contre, on va du coup revenir un peu sur la période long métrage parce que je pense que ça va intéresser pas mal Carrément. de gens. Donc sur le montage des longs métrages. Alors déjà, est-ce que tu as 2-3 films que tu pourrais nous citer sur lesquels tu as bossé qui parleront aux gens potentiellement? Moyen. Non, pas trop? Je sais pas s'il y en a beaucoup, je vais prendre la liste. Je sais pas s'il y en a Ok. beaucoup qui parlent aux gens. Parce qu'il y en a pas mal qui sont. T'avais pas Vas-y, bossé ouais. sur Comment c'est loin, non? Si, j'ai bossé sur Comment c'est long avec mon pote Ouais. Sam. On a splitté le film, en fait, on a fait chacun le début et la fin. Ouais. Euh, C'est-à-dire que tu as fait la première moitié et Non, Et il il a a fait fait le la début, fin? j'ai fait la fin. Ouais, il D'accord. a fait le début parce que j'étais sur un autre film, j'étais sur quoi? Je sais plus. Mais il a fait le D'accord. début, c'est moi qui ai fait la fin. En tant que monteur Attends, ou je- assistant monteur? Non, assistant. Ouais, D'accord, alors, ouais. un truc qui est important à comprendre, c'est que moi, je monte pas en long métrage, ce Ouais. qui veut pas dire que je ne sais pas monter en long métrage, Ouais, mais il non, faut non, mais bien, c'est- bien prendre deux choses en compte, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont posé la question qui comprenaient pas ça. Ouais. En fait, tu as deux choses. C'est que quand tu es monteur, faut lire la convention pour ceux que ça intéresse, c'est très intéressant. Enfin, pas du tout, mais bon, bref. Tu as des notions de responsabilité et de travail à charge. C'est-à-dire que il y a des choses que tu dois faire, il y a des choses pour lesquelles tu es responsable. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a des choses que tu dois faire pour lesquelles tu n'es pas responsable. Va comprendre. Ouais. Mais aujourd'hui, on a une telle évolution technique et artistique que l'assistant, en fait, il a l'opportunité de pouvoir faire autant de montage que le monteur quasiment, selon Ouais. le monteur qu'il a. Tu as des monteurs qui te demandent des trucs de malade mental pour préparer tes projets, etc. etc., etc. C'est pour ça que moi, mon travail, c'est toujours été d'améliorer les process, faire des workflows et d'améliorer tout ça. Et il y a des monteurs qui te demandent quasiment rien. Donc du coup, tu fais un bout à bout des rushs une fois que tu as synchronisé. Et bim, tu fais du montage toute ta journée. D'accord. J'ai eu des monteurs comme ça. J'ai travaillé avec une monteuse qui est vraiment extraordinaire, qui est une très très grande monteuse. J'ai appris beaucoup avec elle. Ouais. Et c'est vraiment très très cool. Mais du coup, j'ai plus été monteur avec le titre et tout sur ta feuille de paye, machin, en publicité, que D'accord. je l'ai été en long métrage, parce Ok. que je l'ai jamais été en long métrage. Pour la simple et bonne raison que je ne veux pas devenir monteur en long métrage, enfin que je ne voulais pas. Parce que tu as une vraie différence entre d'un coup la quantité de responsabilité que tu as et les heures que tu vas devoir mettre en plus. Parce que tout le monde le sait, tu le sais dans ce métier, tu es payé 8 heures, mais tu n'en fais pas 8 du tout. Et en fait, ça te donne des responsabilités qui sont différentes. Et en gros, j'avais pas envie de devoir, moi, gérer un projet, de devoir, moi, être le monteur officiel, pour au final faire la même chose que ce que je peux faire si je suis assistant, mais d'être, si tu veux, voilà, le fusible qui saute et tout. Parce que quand tu es jeune monteur, c'est la guérilla. D'accord. Donc Ouais. ça m'a pas trop intéressé. J'ai préféré, tu vois, avoir l'aventure humaine, bosser avec des monteurs que je kiffe, qui avaient envie de bosser avec moi, et on s'entendait super bien. Et puis sans cesse pouvoir aller sur des plus gros projets. Parce que si j'avais voulu passer monteur trop vite, j'aurais pas pu avoir certains projets en fait. Et ça m'aurait fait D'accord. chier. Ok. Donc du coup, j'ai pas été monteur sur ces projets-là, ce qui ne veut pas dire que j'ai pas monté. Non, mais c'est... Bien au contraire, mais c'était très intéressant justement de pouvoir. En fait, t'es censé ça à l'école si tu préfères. D'accord. Donc ouais, alors Alors- j'ai que les titres en anglais. Bon, c'est Merde. pas très grave, à la limite, les titres, c'était juste pour savoir, mais est-ce qu'on peut prendre par exemple le film Comment c'est loin? Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça fonctionne Carrément, bon. c'est celui sur Donc, lequel j'ai passé le moins de temps, donc ça va être marrant. Ah ouais? Ah bah, Ouais, parce on qu'en peut en fait, prendre un autre sinon, mais... selon le budget des films, non mais on peut parler de manière générale, mais en Et fait si- selon le budget des films, t'as plus ou moins d'heures d'assistant pour le monteur et même t'as Ouais. plus ou moins d'heures de monteur.
Ouais. Donc du coup, il y a plus ou moins des choses à raconter. Mais... D'accord. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, à quel moment tu commences le projet, à quel moment tu arrives? Est-ce que c'est après le tournage? Est-ce que c'est pendant le tournage, on t'a déjà contacté? Est-ce que tu commences à dérusher pendant que le tournage n'avait pas été fini? Voilà. Est-ce que tu peux juste expliquer un peu le processus au début? Comment ça Carrément. commence, quoi? Alors, au début, de manière générale, tu as le monteur qui a une interview avec les réalisateurs. Ça, ils font une petite. Ils se rencontrent, ils vont boire un petit café et tout, en mode assis à côté, comme ça, comme à Paris, là, sur des petites tables avec les jambes croisées. Ouais. Et donc, en général, quand tu es le monteur et l'assistant aussi, parce que ça fonctionne souvent par pair, si tu as la chance de pouvoir rester avec ton monteur, si t'es pas toi occupé ou le monteur occupé, parce que des fois, tu dois changer ta paire et bosser avec d'autres gens. Ouais. Et du coup, ben, tu reçois le scénario, la prod, ils disent tiens, ce monteur-là, il est cool, le réalisateur va le rencontrer, le monteur. En général, toi, l'assistant, tu rencontres pas le monteur spécialement. Mais Tu rencontres pas le monteur? Tu rencontres pas Ouais. le réalisateur, pardon, Oui, pas au d'accord. début. D'abord, il Ouais, sélectionne son monteur et après, le monteur sélectionne son assistant. D'accord. Ouais. Ce qui est en général déjà fait parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble. T'as des binômes, ouais. Ouais, sauf cas de planning, comme je te disais. Et du coup, Ouais. nous, ça commence par quoi? Ça commence par lire le scénar. Donc en général, moi j'ai un peu le même travail. Enfin, c'est un travail que moi je fais, hein. C'est pas forcément tous les assistants qui le font. Mais encore une fois, il y a des bons et des mauvais. Je commence quand je sais que je vais bosser sur un film, je commence à lire le scénario. Ce qui est une torture pour moi parce que je suis dyslexique et ça me prend du temps. Donc j'essaie de bien le commencer en amont et je le lis en commençant à le dépouiller. Parce qu'avec l'expérience que j'ai, je peux arriver déjà à voir, et aussi quelques questions que je pose, je peux arriver déjà à voir s'il va y avoir des effets, ou est-ce qu'il va y avoir des effets, est-ce que je vais devoir prévoir des process particuliers, est-ce que je vais devoir gérer des choses particulièrement, etc., etc. Et après, on commence à poser des questions, donc on a rendez-vous avec des fois l'équipe, des fois le directeur de post-production qui gère toute la post-production, donc une fois que le tournage est fini. Et globalement, on sait si là on commence à voir le planning, donc à le retravailler si c'est nécessaire avec eux. Parce que des fois, ils font des trucs un petit peu pas très réalistes. Après, on commence à voir donc, les deadlines. Est-ce qu'on va avoir des pauses? Est-ce que le réalisateur il arrive directement après le tournage? Est-ce qu'on commence en même temps que le tournage ou est-ce qu'on commence après? Etc., etc. Si le tournage il est en France, s'il est à l'étranger, comment on va recevoir les rushs? Qui est le laboratoire? Qui est la production? Qui est le... Bref, voilà. On voit tous les détails techniques. Donc, on prend connaissance, si tu veux, de qui est l'équipe et dans quels paramètres on va devoir travailler. Et après, pour rentrer un peu plus dans le dur, par exemple, on va dire que le tournage il dure 8 semaines, ce qui est plus ou moins un standard. Nous, en général, l'assistant, en général, il arrive genre 2 jours avant le monteur, on va dire à peu près. Ouais. Et du coup, tu reçois les rushs. Ça dépend, des fois c'est par jour, des fois c'est par semaine. Si le film est à l'étranger, c'est tous les 3 jours en général. Ouais. Ils envoient des FedEx. Mais du coup, tu reçois les rushs des disques durs par FedEx. Disques durs, ouais, d'accord. Donc c'est physiquement quoi que c'est envoyé, c'est pas sur un serveur. Des fois, c'est sur serveur. Enfin, ça dépend en fait. En fait, la vérité, c'est que des fois, c'est sur serveur, mais ça prend tellement de temps. Tu sais, si tu es dans un endroit, genre si tu tournes sur une île ou sur un bateau, ce sera FedEx, ce sera pas un serveur. Ouais. Donc c'est le DIT qui fait ça. Voilà. L'idée, c'est qu'on puisse avoir les rushs le plus vite possible. En général, là, c'est le moment où nous, on négocie d'avoir le plus de rushs le plus vite possible et de ne pas attendre une semaine pour avoir les rushs. Parce que plus vite tu as les rushs, plus vite tu peux voir si ça marche, plus vite tu peux répondre aux questions du réal qui, lui, est toujours en tournage. C'est ça l'intérêt de faire le montage pendant le tournage. D'accord. Donc en général, le montage commence pendant le tournage. Tout le temps. En général, ouais. Ou avec un décalage, mais en général, tu as un overlap obligatoire. Ouais. Maintenant, tu as des films qui sont décalés, mais c'est pas très sécure. C'est pas ce qu'on préfère, on va dire. D'accord. Parce que si on se rend compte qu'il manque des prises, par exemple, c'est l'occasion de les retourner, quoi. Ouais, au-delà de ça, et puis là, tu as même le monteur avec qui je bosse pas mal. Le dernier film qu'il a fait, que moi, j'ai pas fait parce que j'étais en train d'émigrer aux États-Unis, il était au Maroc. C'était le film de Kéron, je crois. Et il était au Maroc et il était en flux tendu. C'est-à-dire qu'il avait les rushs le lendemain. Et du coup, c'est comme on fait en pub, si tu veux, on a les rushs dans l'heure ou le lendemain. Et du coup, l'avantage, c'est c'est super rapide parce que tu racontes ton film dans le scénario, tu le racontes en le tournant, et puis tu le racontes en parallèle du tournage, tu le racontes en le montant. Et c'est super pratique parce que tu vois tout de suite si tu fais des erreurs, ce qu'il faut améliorer, etc. Et ça, je pense que c'est l'avenir, c'est l'une des meilleures manières de produire, c'est l'une des manières qui coûte le moins cher aussi parce que t'as pas besoin de louer une salle de montage, tu loues une chambre pour le monteur ou tu loues un endroit pour le monteur, mais je veux dire, tu compresses tout, et c'est ce qui te permet de produire ton film le plus vite possible. Donc ça, c'est hyper pratique. Donc toi, en tant qu'assistant monteur, quand tu reçois les rushs, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu les tries, tu les sélectionnes? Enfin, qu'est-ce que... Tu reçois des proxys déjà, tu reçois des rushs dégradés, hein, tu reçois pas des rushs de raid, ou alors si ça arrive, des fois on reçoit des rushs de raid. Ça dépend du workflow. Ouais, d'accord.
Moi, je fais les deux, c'est pas un souci. Et du coup, Ouais. après, tu fais toutes les synchros, tu prépares tout pour le monteur. En fait, ton travail, globalement, c'est, si tu veux, si tu veux, t'es une membrane, entre guillemets. On va prendre des termes scientifiques. T'as le monteur qui est, tu l'imagines, il est dans sa salle de montage, il est en train de faire du montage avec le réal ou sans le réal. Et ton objectif à toi, en tant qu'assistant, c'est de faire en sorte que tu sois les remparts du château. Il n'y a rien qui vienne emmerder le monteur, que ce soit des problèmes techniques, des galères, des machins. À part si vraiment tu as besoin que lui dialogue avec des gens de l'équipe, ou si lui il a besoin, tu vois, pour des trucs ou quoi. Mais globalement, en gros, c'est toi qui gères toutes les merdes qu'il y a. Parce que ton projet, ton objectif, c'est de faire en sorte que tout roule pour que lui puisse se focus sur faire du dérochage, faire du montage et faire de la narration, etc. Donc D'accord. ça veut dire que tu dois avoir de la sécurité dans tous les sens, des process dans tous les sens pour que ce soit nickel. Et une fois que tout ça est en place, que c'est sécurisé et que le monteur peut travailler, là vient le moment où tu peux faire du montage. Donc des fois, tu peux faire du montage à 14 heures, des fois tu peux faire du montage 1 heure par jour, des fois tu peux faire du montage 8 heures par jour. Ça dépend des films et D'accord. ça dépend des monteurs. Ouais. Donc en tant qu'assistant, on va dire que tu fais un peu le travail pour déblayer les potentiels problèmes techniques. Et après, Ouais, par contre, s'il y a pas ça à faire, tu participes au montage du film. exactement. D'accord. Donc, Voilà. Après, il y a des monteurs qui veulent rien. Tu vois, il y a des monteurs, ils veulent juste un bout à bout, puis il y en a, ils veulent un bout à bout, ils veulent des présélections, etc. Typiquement, si tu bosses pour Besson, ce que je n'ai pas fait, mais c'est une méthode qui est aussi connue pour les Américains ou autres, et que tu montes une scène de baston, et on va te dire qu'il y a 5 prises, tu vois, il y a 5 prises et 5 axes, donc 5 caméras qui prennent un axe différent et 5 prises, donc ça fait 5 x 5. Au total, ouais. tu vas devoir, par exemple, le coup de poing, le crochet du gauche, comme ça, tu vas devoir trouver ce même crochet du gauche dans la même prise, dans tous les axes, et les mettre à la suite les uns des autres. Ouais, d'accord. Parce que si tu veux, c'est du montage puzzle en fait. Et après, ça dépend à chaque fois de ton monteur. Moi, je te dis, il y a des monteurs, ils te demandent rien, juste, moi, je veux un bout à bout des rushs. Il y en a, ils veulent un bout à bout des rushs, il faut leur enlever l'éclat. Puis il y en a, ils veulent un bout à bout des rushs avec blablabla. Voilà, donc D'accord. ça dépend à chaque fois en fait. Et donc, est-ce qu'il y a un film sur lequel tu as eu quand même à faire des trucs, au-delà de faire des bouts à bout, de faire des trucs en termes de narration, de faire presque, de faire du montage? Ouais, tous les films. Ouais, ouais. Du coup, alors, est-ce que tu pourrais me citer un film sur lequel tu as pris le plus de plaisir à faire ça, ou tu as eu des scènes vraiment qui t'ont marqué, quoi, à monter? Le Portail, c'est un film de Régis Varnier. Ouais, Et c'était la première fois que j'avais un duo de monteurs. Et étonnamment, je pensais que j'allais être. Non, c'était la deuxième fois, je sais plus. Je crois que c'était la première fois. Et étonnamment, je pensais que j'allais être blindé. À la base, on devait aller au Cambodge. ouais, Après, on nous a dit qu'on n'allait pas au Cambodge. Donc là, on était tous dégoûtés. Et c'était la première fois que j'avais un duo de monteurs. Donc avec un monteur avec qui j'avais déjà fait deux films. Un film. ouais. C'était mon premier film, le même monteur. Et une monteuse avec qui j'avais encore jamais travaillé, mais que j'admirais beaucoup, c'est Véronique Lange, qui a eu le César pour le premier Taxi. D'accord. Et c'était Donc, assez c'est-à-dire marrant parce que ils étaient deux, donc c'est-à-dire qu'ils étaient ouais, deux à ils monter montaient le chacun film. une partie du film en fait. D'accord, ok. Et donc On toi, avait un t'étais serveur, donc tu es connecté sur le serveur. Moi, j'assistais les deux, donc je faisais du custom pour chacun. ouais, Et voilà, donc je faisais aussi toute la traduction parce que c'était tourné au Cambodge, donc c'était sur les Khmers rouges, donc tu avais toute une partie où j'avais un traducteur qui venait, on traduisait les rushs. ouais. Et après, donc là, on a commencé à monter pendant le tournage. Le réal, lui, il était à l'étranger. Et du coup, ça, c'est l'un des films où j'ai pu le plus faire de montage et où on a eu le plus de. Enfin, non, pas le plus, mais où j'ai pris justement le plus de plaisir. Parce qu'en fait, Régis Varnier, le film n'était pas extraordinaire en soi, mais Régis Varnier est un très bon réalisateur. Ouais. Et quand tu vois les rushs qui tournent, en fait, ils sont montables. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même les réalisateurs de cinéma, t'en as qui sont mauvais. Et en fait, celui-ci et un autre film, mais là où j'ai fait que le début, malheureusement, parce qu'après, je devais commencer un autre film. Un autre film qui s'appelle Radin, avec Danny Boone, et le réalisateur, c'est Fred Cavaillé. Fred Cavaillé, qui est aussi un très bon réalisateur, je crois qu'il a fait À bout portant et d'autres films un peu plus action, un peu plus à l'américaine. Ouais. Il se définit lui-même comme étant le gars qui a refusé de réaliser Die Hard 5. Qui est un réalisateur qui est vraiment génial. Et c'est les deux réalisateurs, si tu veux, où tu prends le plus de plaisir à monter. Parce que, enfin, en tout cas, surtout ceux avec qui j'ai travaillé et tous les rushs que j'ai reçus, parce que quand tu vois les rushs, tu vois que les rushs, ils ont été pensés, ils ont été tournés pour être montés. Et c'est pas genre du master dans tous les sens qui veut rien dire sans intérêt avec un jeu d'acteur pourri. Et du coup, c'était assez cool. Et pour ce qui est du cavalier, justement, j'ai passé 1 semaine ou 2 à monter parce que le monteur qui devait monter n'était pas dispo. Et du coup, je faisais l'assistanat et le montage pendant qu'il n'était pas là. Et après, lui, il venait avec une autre assistante et moi, je partais sur le film que je devais commencer. D'accord. Donc voilà, c'est du. D'accord. Donc c'est à chaque fois, ouais, t'arrives sur un projet, après tu repars et c'est un autre qui prend le relais. Ouais, parce que les projets, ils t'attendent pas. Ça dépend. Des fois, tu fais des projets du début à la fin. Des fois, ça dépend. Voilà. D'accord.
Et en général, le montage d'un long métrage, en moyenne, c'est combien de temps que ça dure? Entre 12 et 16 semaines. À peu près. D'accord. Donc ça t'est arrivé de faire 12 ou 16 semaines sur le même Ah, film? ça m'est arrivé de faire 6 mois. Ouais. De faire Je 6 sais pas, mois? ça fait combien 6 mois, cela Ouais. dit. Ouais. Ouais, Le 6 mois, premier, ça j'ai fait fait 6 mois parce que ça le fait film, quand même il un avait temps. du mal. Le film, il avait du mal. On avait pas mal de problèmes au niveau de la musique. Il faut savoir que ça, tous les gens qui disent, ah, j'arrive pas à trouver la musique pour ma vidéo, etc., pour mon court-métrage et tout. La musique, ça pose problème sur 99% des films. Enfin, en tout cas, de ce que j'en sais, sur les 20 qu'a fait mon pote Sam et sur les 15, 17 que j'ai fait moi. Ouais. Donc, sur 37 films, ouais, il n'y a pas un où la musique, c'est comme il était à la poste et ça va nickel. Donc Il sur y a toujours celui-là, des c'était quoi? galères. Parce que, donc il y avait un compositeur pour ce film ou c'était quoi? C'était Bah, choisir des non, musiques celui-là, il y a eu des existantes? compétitions de compositeurs. Il y a eu. C'est de la folie. Ah ouais, c'est- Ah ouais, mais, c'est. mais donc ça se Non, fait. c'est super intéressant. Donc ça se fait par exemple plutôt pendant le montage, à la fin du montage, au début? Bah, le mieux, en fait, de mon expérience, le mieux, c'est d'avoir des musiques du bon compositeur qui va être lui, mon compositeur final le plus tôt possible parce que sinon tu mets des scores. Donc par exemple, tu vas mettre des musiques d'autres films ou n'importe quoi. Et le problème, c'est que ces musiques-là, elles coûtent trop cher à acheter. Donc après, tu dois refaire des musiques pareilles, mais le compositeur, il va pas pouvoir refaire des musiques pareilles. Donc c'est un peu toujours, c'est un peu compliqué. Et la musique, le problème, c'est que contrairement à l'image, enfin, une fois que tu viens de passer 6 mois à raconter, enfin, quelques semaines, mois à raconter une histoire, la musique, elle peut avoir un impact dramatique positif ou négatif. Et c'est beaucoup de perception, en fait. Les goûts musicaux sont hyper différents d'une image. Parce que aussi, la musique, il faut bien comprendre à ce moment-là d'un projet, c'est que c'est le truc que tu as le droit de changer encore pendant 20 000 fois. Alors que le montage, tu peux le changer 20 000 fois, mais on sait très bien qu'à partir de la X version, ça devient moins bien, en fait. Ouais. Et donc, du coup, surtout, tu es loqué avec tes rushs. Donc, à moins que tu aies un gros problème, tu n'auras pas de reshoot, tu n'auras pas de budget en plus, tu n'auras pas etc. Donc, en fait, la musique, c'est le moment où tout le monde vient un peu s'exprimer et où ça peut vite partir en couille, en fait. Donc, ça, c'est un des gros problèmes, la musique. Et c'est, on va dire, le truc où plus tu arrives à sécuriser vite quoi va être où, comment et quel est le compositeur et est-ce qu'on est sûr que c'est lui, le plus tu es sûr que tu vas pas perdre de temps sur la musique, Ouais, et puis c'est vrai que c'est mieux d'avoir la musique finale de toute façon dès le début, comme ça au moins tu sais où tu vas. Et etc. donc c'est une question de budget aussi, plus il y a du budget, plus on va chercher des compositeurs connus qui prennent cher, ou ça Ouais, dépend de... Ouais, c'est ça. ça dépend. Des fois, tu as du budget. Des fois, tu as un compositeur qui est choisi dès le début. Des fois, tu as plusieurs compositeurs. Des fois, c'est un mix entre de la composition et autres. Des fois, c'est. Euh, comment ça s'appelle Des fois, il n'y a pas du tout de compositeur. Des fois, il y a un superviseur musique qui, lui, est là pour trouver les bons morceaux pour éviter qu'il y ait un compositeur. Ouais, c'est une question de budget, mais c'est surtout une question de qu'est-ce que tu as envie de quoi dans ton film, à quoi ça doit ressembler, etc. quoi. D'accord. Une petite question technique maintenant. Donc tu as bossé sur 17 films. À chaque fois, Ouais, c'était à peu à près. chaque fois, c'était sur Avid, le montage Chaque fois. ou... Ouais, ça, hein, Avid, c'est vraiment le Ouais. leader dans le long métrage. Et selon toi, c'est pas prêt de bouger? Ils peuvent bouger s'ils veulent, j'en ai rien à foutre, mais Non, mais je moi, sais pas, moi enfin... si j'étais eux, je bougerais pas. Ouais, donc c'est Parce vraiment... que première, non, en fait, je connais des gens qui ont fait sur première, mais ils le referont pas. Ah ouais, Non, parce que la vérité, c'est que en fait, l'idée d'utiliser première en publicité, ça vient du fait qu'aujourd'hui, comme tu le disais, euh, première, ben, il y a de plus en plus de gens qui se forment, c'est facile de se former dessus parce qu'il est en ligne, bien dispo, etc. Il est moins guindé qu'Avid. Et en fait, d'un coup, tout le monde aujourd'hui est monteur première et du coup, tout le monde peut se prétendre monteur de quoi que ce soit. Donc, il y a plein de monteurs aujourd'hui en pub qui deviennent monteurs première. Certains pour les bonnes raisons parce que ils trouvent ça plus simple qu'Avid et sur une pub, c'est vrai que ça peut être plus simple, etc. Mais sur un long métrage, ça n'a pas de sens en fait. Sur un long métrage, ça n'a pas de sens parce que tu as une telle quantité de rush, de choses et un process qui est tellement établi. Le seul truc qui aurait du sens, c'est de passer sur DaVinci parce que on va dire la moitié, mais c'est pas exactement ça, c'est peut-être même plus, la moitié des longs métrages sont étalonnés sur DaVinci. Donc autant éviter la confo qui prend littéralement 2 semaines à chaque fois, plusieurs allers-retours. Voilà, pour un assistant monteur, la confo, c'est au minimum 5 jours de travail entre les vérifs, les machins et tout, s'il n'y a qu'une seule confo, parce que s'il y a des modifs, il faut refaire la confo. Donc ouais, le Avid est tellement robuste et tellement complet. Le problème, c'est que, première, la raison pour laquelle ils sont utilisés en long métrage, c'est 2 choses. Un, par les indépendants, parce que c'est des gens qui viennent, entre guillemets, hein, c'est pas une question de valeur, mais ils viennent d'en bas, ils sont des indépendants, ils viennent faire du cinéma indé, et donc ils sont pas rentrés par les écoles de cinéma où on t'apprend à vide, etc. ou autre, ou alors ils ont commencé par Première sur Internet, et donc du coup, naturellement, ils utilisent Première, ou alors ils n'ont pas besoin de travailler en collaboratif, par exemple. Et ensuite, le truc, c'est la deuxième solution, c'est parce que Première fait de la propagande en disant que Deadpool, etc., c'est monté avec ça. Mais la vérité, c'est que demain, si Première te dit monte ton film
et ben derrière, tu vas avoir une armée de gars qui vont recoder tout ce qui est à coder pour toi. Et c'est pas Premiere que tu utilises, c'est Premiere plus, tu vois. C'est comme voler en première classe versus voler dans le fond de l'avion, quoi. Et donc, s'il fallait juste une petite question technique, donc toi, quand tu as été assistant monteur en fiction ou même en pub, techniquement, avec quoi tu as bossé comme matos? Donc, est-ce que c'est avec un clavier, une souris, une tablette graphique? Parce que je sais que tu utilises une tablette Moi, je graphique. bosse tout à la tablette, moi. Tout tablette? Ouais. Tablette et clavier. Alors, j'aime bien avoir le clavier, tu vois, standard du Mac. Ouais. Le clavier ALU. Ouais. Parce qu'il a un low profile, parce qu'il est bien, j'aime bien. J'aime Ouais. moins les nouveaux, mais voilà, le clavier filaire Mac et tout. Et ça, c'est mon go-to. Et après, moi, tu sais, comme je suis un peu autiste, des fois, chaque long métrage, je viens avec mon paquet de lingettes, ma tablette, mon stylet, mes machins, mes drivers, mes disques durs. Et du coup, ma chaise aussi, j'ai une chaise, une Iron Herman Miller. Et donc, je venais à chaque long métrage avec ça parce que j'ai besoin d'avoir mon confort, en fait. Ouais. Ah, d'accord. Ouais, sinon, ils te donnent des vieux trucs à 49 € Ikea quand tu vas passer 3 mois dessus à 15 heures par jour. Et du coup, ouais, chaque fois, je venais avec ça. Il y a d'autres longs métrages où j'ai pu, tu vois, amener mon bureau quand c'est des boîtes où je bossais si j'allais faire plusieurs longs métrages au même endroit, donc j'avais mon bureau qui monte et qui descend. L'idée, c'est que je sois le plus possible confortable pour pouvoir être efficace et full focus, parce que si je suis obligé de travailler comme ça, avec une souris qui avance pas et tout, ça marchera pas. Mais ouais, la tablette, pour la simple et bonne raison que t'as ton stylet, tu fais comme ça, là, et tu peux scroller sur ta timeline, et c'est vraiment genre le truc le plus pratique du monde. Tout le monde se plaint parce que c'est dur de s'y habituer, mais genre ça change ta vie, quoi. Une fois que tu l'as en main, après, donc c'est tablette et clavier, quoi, pas de souris. Ouais. Du coup, la tablette remplace la souris. Pas de souris, ouais. Pas de D'accord. souris. Ok. En termes d'exigence et de rythme en long métrage, tu considères que qu'il faut aller vite ou que c'est un rythme relativement tranquille? Enfin, comment tu définirais? Parce que moi, par exemple, à la télé, à la télé, ça faut aller vite, etc. Non, faut être meilleur qu'il faut aller vite. Faut être bon et prévoyant plus qu'il faut être rapide. Par contre, il faut que tu sois rapide si t'as pas été assez bon et assez prévoyant. Ouais, d'accord. Il faut savoir tenir une to-do list, faut rien oublier, il y a beaucoup de paperasse. Quand tu passes de la pub au long métrage, il y a beaucoup de paperasse. En pub, faut aller vite parce que faut aller vite. Et puis des fois, t'as les clients dans le dos, donc ils attendent, ils veulent le machin et tout, ils pensent que le montage c'est magique. Ouais. Donc la pub se rapprocherait plus de ce que tu vis en télé, sans être aussi pète couille, je crois, que la télé. Ouais. Mais non, le long métrage, c'est relax. Le long métrage, vu que souvent tu as l'échéance dans 3 mois, dans 6 mois, du coup, c'est vrai que c'est pas. Du coup, il faut juste être assez organisé pour pas prendre de retard, quoi. Ouais, voilà, exactement. D'accord. Et donc, par exemple, au niveau du réalisateur ou du producteur ou des gens qui sont au-dessus, ils viennent régulièrement voir où ça en est. Comment ça se passe à ce niveau-là, au niveau des checks? Ça dépend des films. Ça dépend des films, mais globalement, dans une journée, par exemple. Ça peut arriver que tu aies une journée où personne vient, ou alors ils viennent. Ah ouais. Ouais, ça arrive, ouais. Non, globalement, ça se passe comme ça, en fait. On fait le premier cut, donc on fait l'ours. Ouais. On fait le premier cut, qui est un peu gras en général. Je sais pas, dire que le film, il va faire 2 heures, tu vois, pour un film qui fera 1h30 à la fin. Le réal revient de tournage. Des fois, il est parti en vacances, parce que bon, il vient de se faire 8 semaines de tournage, et potentiellement, ça fait 2 ans qu'il bosse sur le film. Donc il part en vacances, nous soit on prend des vacances, soit on peaufine, en regardant bien tous les rushs, matin, on revérifie des trucs, on refait des versions et tout. Et puis après, quand le réal arrive, on fait une première projection, donc soit en salle de montage, soit on va louer une salle dans Paris, il y a des salles spécifiques pour ça, des salles avec une 30aine de places. Donc on va louer une salle et on fait une projection. En général, il n'y a pas de producteur, il n'y a que réal, monteur et assistant, et des fois l'ami du réal ou genre quelqu'un qui veut voir, mais on limite beaucoup parce que c'est ce que j'appellerais le moment où le réal il prend le mur. Puisque il n'y a aucun réal qui a exactement ce qu'il avait prévu au tournage, hein. C'est le moment où tu découvres ton film et où tu te rends compte que tout ne marche pas comme c'était prévu. Et donc là, selon le degré de confiance que tu fais à ton monteur, ça se place plus ou moins bien. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que on va voir le film une première fois en salle pour être dans les conditions et tout. On a le logo au début, tout ça. Mais voilà, c'est work in progress, c'est-à-dire s'il y a des fonds verts, il y a des fonds verts. Si les VFX ils sont faits à la main, à l'arrache, etc. Et après, en général, une fois qu'on retravaille ça avec le réalisateur, donc pendant quelques temps, et après, là, on fait une proj pour le diffuseur, pour le producteur, et peut-être aussi les diffuseurs, si toutefois on juge que c'est le bon moment. Mais à ce moment-là, vraiment, il n'y a que nous qui avons vu le film, il n'y a que l'équipe interne, vraiment, montage, assistant, qui a vu le film, et les autres n'ont pas encore vu le film. Et petit à petit, comme ça, selon le budget du film, on fait des projes, il y a des marqueurs, tu vois, on fait des projes, puis on s'approche de la fin. Des fois, on a besoin de proches pour avoir des avis, des fois, machin. Donc voilà, c'est vraiment t'as des étapes comme ça où on va voir le film dans une salle, quoi. Donc tu dirais qu'il y en a combien sur un film en moyenne, hein, le minimum, c'est 2, je dirais.
sauf un film qui est vraiment particulier. Mais moi, sur tous les films que j'ai fait, au minimum, on en a fait 2. Mais ouais, il y a des films où on en a fait 6 ou 7, quoi. Il y a des films où on en a fait 6 ou 7. Il y a des films où le monteur d'origine, ils veulent en changer, donc on fait ce qu'on appelle un consulting, où en gros, tu fais venir un autre monteur en qui tu as confiance ou en qui la prod a confiance. Tu fais des projections avec les gens de confiance une fois que le monteur a fait les modifications. Enfin voilà, c'est du... Après, tu es sur des cas un peu particuliers, quoi. D'accord. Mais donc, ouais, donc c'est vrai que je pensais pas que c'était comme ça. Donc, c'est quand même relativement cool en termes de rythme et de vérification. Par contre, forcément, Ouais. il faut être bon et avancer de ton côté. Donc, Ouais. t'es quand même plutôt en autonomie, quoi, sur un long métrage. Bah après, il y a des quiches qui le font. Hein. Il y a des quiches qui en vivent et qui font ce métier. Mais le truc, c'est que voilà, tu dois savoir plein de choses, en fait. Tu vois, c'est une comparaison qui est un peu ambitieuse, mais c'est comme les Navy SEALs, tu vois, dans l'armée américaine, enfin dans la Navy américaine. T'emploies pas les Navy SEALs pour aller faire les courses, mais par contre, t'emploies les Navy SEALs pour aller faire de la libération d'otages. Bah là, c'est un peu le même concept, c'est-à-dire que tu dois être multifonction, tu dois savoir faire un tableau Excel, gérer Excel, tu dois savoir gérer une imprimante, tu dois savoir réparer un réseau informatique, tu dois savoir choisir le disque dur, tu dois savoir établir des process, tu dois savoir documenter des process, et tu dois savoir, pour une date précise, prendre un rendez-vous avec un projectionniste, exporter le film dans le bon format, dialoguer avec le projectionniste, vérifier le film plusieurs fois la veille, amener le film, faire en sorte de ne pas faire une erreur dans les versions, vérifier si le monteur a bien communiqué avec toi la dernière version qu'il a fait la veille. Donc en fait, tu es le tracker, quoi. Tu dois tout traquer. Et c'est vraiment... et là, je te parle de petits films, quoi. C'est des films français. Hein. Sur les films américains, c'est un autre level encore. D'accord, ouais. Pour finir sur la fiction, s'il fallait donner les plus et les moins du montage en fiction, qu'est-ce que tu dirais? Ouais, rapidement. Je dirais que les plus, c'est que c'est cool parce que tu as le temps de faire les choses. Typiquement, tu as le temps de prendre le temps de faire les choses. Mais je dirais que ce qui est dommage, le gros moins pour moi aujourd'hui, c'est l'une des raisons pour laquelle tu vois, ça m'a un peu saoulé, c'est que le système comme il est construit fait que tu n'as pas forcément beaucoup de réalisateurs qui travaillent. Tu as beaucoup de gens aujourd'hui ou qui travaillent mais qui font le minimum, tu vois, genre... y a beaucoup de films qui sont faits parce qu'ils sont financés et qui sont pas faits parce qu'ils doivent être faits et que le public va vraiment avoir envie de les voir, etc. Ouais. Et je pense que Tu parles des films commerciaux là, ça? Enfin, les films. Non, non, je parle de certains films qui font des flops d'ailleurs et qui sont même pas forcément commerciaux, mais qui sont faits parce que, en fait, contrairement aux Américains, ils font des films, ils se plantent, c'est problématique. En France, tu fais un film, tu te plantes, c'est chiant, mais c'est pas dramatique, tu peux te rattraper. Au pire, tu remontes une boîte de prod, etc. Le système est vachement différent. Par rapport au Z, c'est quoi la différence Par rapport alors au Z, par rapport au cofinancement, par rapport à plein de choses. D'accord. Aux États-Unis, le système de financement est différent. Tu vois, de plus en plus, ils vont chercher de l'argent chinois. Et c'est hyper intéressant. Et même, tu as même des gros réalisateurs américains, Scorsese, qui galèrent à faire financer des films et tout, malgré le fait de tout ce qu'il a fait. Quand je bossais sur le documentaire que j'ai fait sur le street art là, à Los Angeles, j'ai eu la chance, bien loin de moi l'idée de me vanter, mais j'ai eu la chance de manger un soir avec le superviseur VFX des films de Scorsese. Et il nous racontait des trucs et tu te dis putain, mais c'est un truc de ouf, c'est l'un des plus gros réalisateurs au monde. Et tu te dis, c'est dingue que lui soit aussi face à ce genre de trucs. Mais en fait, il y a des réalités économiques. Et je pense que l'un des plus gros problèmes pour le cinéma français, c'est que ils prennent des décisions selon certaines réalités économiques, mais ils optimisent pas plein de choses qui peuvent être optimisées et qui feraient en sorte de prendre des meilleures décisions au lieu de prendre une décision bête pour gagner de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme quand typiquement tu veux économiser sur ton budget, tu regardes ton budget, tu dis oh là là, j'ai 200 euros de dépenses dans les loisirs, et après tu dis ah bah je vais couper les loisirs, tu vois, et puis en fait tu regardes le pourcentage et en fait c'est 1% de tes dépenses. Et c'est juste pas là qu'il faut enlever le truc, tu vois. Et typiquement, il y a plein d'assistants qui sautent, il y a plein de films où il y a plus d'assistants, où il y a moins d'assistants. Et c'est pas l'assistant qui est le poste le plus cher. Quand tu vois que tu as des films qui louent 2 caméras pendant 3 semaines alors qu'ils ont besoin qu'une seule caméra et que la caméra B elle fait rien et que l'équipe de la caméra B elle fait pas grand chose, tu te dis c'est dingue parce qu'au final, un assistant, là tu peux en payer 20 quoi. Pareil, en une journée de Depardieu, tu peux payer 2 semaines d'assistant. Donc c'est des choses en fait où des fois c'est pas fait intelligemment. Et le montage est toujours la 4e roue, la 6e roue, la 100e roue du carrosse. Donc de manière générale, à tous les niveaux, ce sera ça quoi. Ah ouais, d'accord, c'est quand même dommage ça, ouais. C'est la réalité, hein. Ouais. Malheureusement. Ouais, c'est sûr qu'on pense souvent au côté artistique, mais en fait, il y a le côté économique qui est là. Et non, mais c'est intéressant ce que tu dis sur Scorsese. C'est vrai qu'on ne s'imagine pas forcément que ce genre de réal, tu peux te dire il est dans un fauteuil, il peut faire tout ce qu'il veut, mais en fait, bah non. Il faut que ce soit rentable. Non, c'est rentable. Et puis, tu as des...
Alors, je peux pas rentrer dans les détails parce que c'est pas des choses que je peux répéter. Enfin, je sais même pas si je peux le répéter, mais parce que c'est des discussions, tu vois, de confidence à un repas. Mais le film qu'il a fait sur les gars, là, les chrétiens au Japon, c'était un film, il a acheté les droits il y a très longtemps. Et la vérité, c'est que non seulement il l'a fait financer plusieurs fois, mais c'est tombé à l'eau plusieurs fois. On parle de Scorsese, hein, on parle pas de Mickey. Ouais, Tu vois, c'est vraiment. ouais. Et en fait, la réalité, c'est que ben, les gens voulaient pas financer ce film-là, ils voulaient pas que ce film-là sorte parce que ça faisait peur par rapport à ce qu'il faisait. Et parce que c'était un message qui faisait peur et parce que c'était pas un message où ils se disaient tiens, ça va nous aider à vendre plus de popcorn et de trucs. Donc c'est toujours un peu hardcore. Et en fait, moi, il y a un truc contre lequel j'ai toujours lutté et c'est un vrai problème. Je l'ai vu beaucoup avec des étudiants en cinéma parce que la vérité c'est que quand tu es dans le vrai monde du cinéma c'est plus du tout comme ça et tu t'en rends bien compte très vite, c'est que c'est un métier à la base, c'est un métier et c'est une industrie à la base. Alors chez nous ça voudrait se faire croire que c'est un artisanat parce que ça n'a pas la capacité d'être aussi industriel que les Américains et c'est pas une question de budget contrairement à ce que tous les producteurs essaient de te faire croire, mais la réalité c'est que c'est un business de vendre de l'art ou d'essayer de faire de l'art pour le vendre derrière et de vendre de l'intérêt, de vendre du divertissement. Mais à un moment donné où, si tu veux, quand tu vois les mecs qui sont en école de cinéma ou en fac de cinéma, c'est les pires, ils sont là, oui, mais Scorsese, il a fait ça dans son film, moi aussi, il faut que je fasse ça. Je dis, oui, mais ça n'a aucun sens. Et en fait, tu te rends compte très très vite que t'es pas là pour faire de l'art, tu es là pour faire des choses, il y a une recette, c'est très simple, il y a une recette financière, il y a une recette artistique, tu suis la recette, tu appliques les codes, t'es pas là pour déranger les codes, tu es là pour faire quelque chose dans ces codes-là. Les histoires, on les raconte pareil depuis des milliards d'années. Il ne s'agit pas de vouloir être innovateur maintenant. Xavier Dolan, tu peux l'aimer autant que tu veux, il n'est pas innovateur. Il a des impulses dans certains trucs, mais il n'a pas innové et révolutionné un genre. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment super importantes. C'est que faut pas vouloir, tu vois, jouer l'artiste et rénover et tout vouloir changer. Tu es là pour vraiment bosser dans un système. Et ceux qui ne réussissent pas, c'est ceux qui persévèrent à vouloir être des artistes incompris, en fait. Ouais, non, t'as raison là-dessus. Et donc, s'il fallait donner un conseil à un jeune qui veut devenir monteur dans le ciné, en long métrage, qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà, bien, parce qu'il veut devenir monteur. Mm. Ça, c'est très très bien. Parce que déjà, je déconseille à tout le monde de devenir réalisateur, parce que réalisateur n'est pas un métier. Ah, ça, c'est vrai. C'est vrai qu'en école de ciné, même moi en premier, hein, on a tous tendance à dire je veux être réalisateur. Mais bon, quand tu sors de l'école, tu vas pas arriver, bonjour, je suis réal. Ouais. Ah ouais. Mais... Je peux te dire, hein, tous ceux qui ont fini, alors tous ceux avec qui j'ai eu contact, parce que j'ai pas gardé contact avec beaucoup de gens, tous ceux qui ont été en truc de réal, ils ont fini scénariste ou lecteur de scénario et faire des rédactions, machin. Donc ils sont sur la bonne voie, si tu veux. Mais moi, c'était un chemin trop long. Donc, de manière générale, le conseil général, je conseille aux gens de privilégier le chemin technique, c'est-à-dire de rentrer par la porte de technicien. Et après, si tu es bon artistiquement, c'est génial. C'est ça qui fera ta plus-value. Puis tu pourras devenir après, si tu veux. Exactement. Ouais. Et après, tu peux monter les échelons. Il y a des scénaristes qui sont devenus réalisateurs. Il y a des gens, enfin, ça va dans tous les sens. Maintenant, ce que je donnerais comme conseil, c'est apprendre tous les logiciels, voir beaucoup de films, les analyser, les comprendre. Et contacter plein de gens et ne pas se diriger vers la télé mais plutôt vers la pub ou vers le cinéma et surtout prendre bien une chose en compte qui est très importante, c'est que là tu rêves du cinéma, ça te fait vibrer, tu dis c'est ça que je veux faire, c'est beau, le tapis rouge, Cannes, les Oscars, les films que j'adore, Tarantino, mais la vérité c'est que tout ce que tu vois et tout ce que tu connais du cinéma tant que tu n'as pas travaillé dedans, ça n'a rien à voir avec le cinéma. C'est comme, on va prendre un exemple qui est loin d'être misogyne, mais qui est un exemple qui va bien représenter le truc. Quand une femme est maquillée, elle peut apparaître plus belle parfois parce que le maquillage est fait pour mettre en valeur certains attraits, certaines structures du visage, etc. Tout ce que tu vois et ce que tu connais du cinéma aujourd'hui, c'est le maquillage du cinéma. Tu ne connais pas les vrais trucs du cinéma. Pour reprendre ce même exemple, c'est là ce que tu vas découvrir quand tu vas travailler dans le cinéma. C'est la même version de cette femme, qui est toujours la femme peut-être que tu adores et qui est géniale et que tu convoites, mais là, elle n'a plus de maquillage. Et donc, potentiellement, tu peux avoir des mauvaises surprises. Sauf si tu étais prêt et que tu savais qu'elle était déjà très très belle, sans maquillage, comme ma femme. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, je regardais une interview il n'y a pas longtemps de Nicolas Bedos, et il disait justement que les gens, ils voient Cannes, le défilé, machin, toutes les paillettes, mais ils ne savent pas le boulot qu'il y a derrière, qu'avant, la galère que ça peut être, tu te prends des portes dans la figure, et en fait, c'est ça, c'est un peu comme une chaîne YouTube, par exemple, ou tous les réseaux sociaux, en fait. On montre que ce qu'on veut montrer, mais on ne montre pas toute la galère qu'il y a derrière. Donc c'est intéressant, effectivement, il faut se préparer, il ne faut pas se préparer qu'au meilleur, quoi.
avec deux différences par rapport à une chaîne YouTube. C'est que toi, sur YouTube, ce qui te bloque, c'est l'algorithme. Dans ce milieu-là, ce qui te bloque, c'est les producteurs ou les gens qui veulent pas que tu montes les échelons ou que tu fasses certains projets. Ce qui est d'autant plus frustrant parce que c'est encore... Bref, voilà. Et la deuxième chose, c'est que Nicolas Bedos, faut pas oublier qui est Nicolas Bedos quand même. Il faut pas oublier que Nicolas Bedos, lui, dit que les gens du public n'ont aucune idée de comment c'est dur, mais lui n'a aucune idée de comment c'est dur de travailler sur un film où il y a Nicolas Bedos qui fait n'importe quoi, par exemple. Ouais, non, mais après ça sans dire que c'est le cas, hein, mais... Ouais. Non, mais effectivement... Les stars du cinéma ont tendance à être les stars du cinéma. C'est un peu la problématique. Non, mais ça c'est sûr, c'est un autre point. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que même sur une chaîne YouTube, je voulais pas forcément parler de comparer, mais ce que je voulais dire, c'est que ce que tu montes dans une vidéo, on sait pas forcément que derrière, tu as bossé tant d'heures à écrire, à tourner, etc. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire, quoi. On arrive à la fin là, donc petite question. Est-ce que tu as un film préféré? Et pourquoi? La dernière fois qu'on m'a posé la question, j'ai dit Iron Man. Ouais, d'accord. Ouais, parce que ça j'aime bien, ça fait chier les puristes, ça fait chier genre les gars qui se disent des puristes du cinéma, etc. Mais qui au final, il me faut rire parce que je vois tous les gars qui font de la critique de films. Je me dis d'accord, ouais, ok, là tu penses que c'est ça, mais la vérité c'est juste que le réal il avait pas dormi la veille. Non, mais c'est en fait, j'aime bien quand les gens ils essayent de faire, tu sais, comme tu faisais à l'école avec ta prof de français, l'analyse de texte. Ouais. Il y a des analyses qui sont factuelles et il y a des analyses qui sont romancées parce que tu rêves du cinéma et t'en fais pas. Ouais, moi j'aime bien Iron Man, non seulement parce que ça fait chier les gens et parce que je pense que le cinéma américain et le cinéma blockbuster a vachement plus à offrir que ce qu'on nous fait croire qu'il a à offrir. Je trouve qu'on le minimise trop et la raison pour laquelle il fonctionne, c'est justement parce que les scénaristes sont bons et tous ceux qui disent l'inverse, c'est des gens qui n'ont pas forcément toujours bien compris comment ça marche. Ok. Et donc, est-ce que tu as une série préférée? C'est vachement dur la série, je crois que je pourrais dire peut-être plutôt un style et je pense que je te rejoindrais sur tout ce qui est un peu Breaking Bad, Dexter, etc. Tu vois, si on prend une série Netflix, j'aime bien Good Girls aussi ou ces séries où tu sens, en fait, un peu avec l'influence Tarantino, je dirais, enfin je l'ai senti dans les films de Tarantino, où tu sens qu'en fait tu sens que ça va partir en couille et que si c'est bien fait, tu sens bien la montée, tu sens bien le contraste qui vient et tu sens bien le break. Et ça, je trouve ça super intéressant. Après, moi, de manière générale, je suis sensible aux ambiances. J'aime bien les trucs d'ambiance. J'ai vachement aimé, par exemple, Paranoid Park. Non. Non, pas du tout. Ça, c'est Gus Johnson. Donc, c'est Paranoia avec Shia LaBeouf. Où c'était un film d'ambiance et tout. Et je l'ai vu aussi dans un contexte, tu vois. Je l'ai vu en été, tranquille, dans mon canapé et tout. Nanana. Donc, t'as le contexte dans lequel tu vois le film. D'ailleurs, un film fait à l'iPhone. Non, Paranoia. Bah oui, Paranoia, il a été filmé à l'iPhone. Ah ouais. Je crois pas. Si. À vérifier parce que je suis pas sûr qu'il y avait des iPhones. Je parle de. Ah non, mais pardon, tu parles d'un film, un vieux film. Ouais. Ah, je pensais que tu parlais de Paranoia 2007, sorti je dirais. Ah d'accord, parce qu'il y en a un qui s'appelle Paranoia qui est sorti il y a 2 ans. Ok, bon, on parle pas du même. Oui. Ok, Non. bon bah c'est pas grave. Mais en tout cas, tu l'as aimé quoi. Ouais. Bah moi aussi je l'ai aimé, mais c'est pas le même. Mais c'est pas grave. Ok. Non, mais tu verras le mien, je verrai le tien. Voilà, okay, exactement. Bon, alors donc on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu peux nous dire un peu où on peut te retrouver pour voir un peu ton travail? Comme je te disais, moi, et on a fait l'interview ensemble, donc vous pouvez aussi aller voir l'interview qu'on a fait ensemble, qui est l'inverse de celle-ci, donc sur ma chaîne YouTube, Max Maximus. Et sinon, je fais des formations donc pour ce qui est plus technique, montage, mais aussi des formations pour les entrepreneurs qui veulent se lancer dans la vidéo, qui veulent se lancer ou qui veulent se perfectionner. Donc j'ai une série de formations et j'ai un programme de formation et du coaching qui permet vraiment d'accompagner les gens et de ne pas les lâcher, tiens, achète cette formation et peut-être ça marchera pour toi. Et là, l'idée, c'est vraiment de les accompagner et de dire, tu veux vivre de la vidéo ou tu veux améliorer, avoir plus de chiffre d'affaires, changer de client, trouver tes clients idéaux, ne faire qu'un seul type de projet où tu fais des pubs pour les vaches, voilà. Quel que soit ton objectif, c'est des choses où on en discute ensemble et on voit ce qui est le plus adapté à toi, avec bien entendu la puissance de tout mon background et puis il y a aussi un truc qui est vachement important qui me sollicite beaucoup, c'est où j'ai fait aussi l'examen sur ma chaîne YouTube, où je critique leurs vidéos pour les aider à s'améliorer, comme quoi tu n'as pas besoin d'un meilleur appareil, tu n'as pas besoin d'aller prendre une autre formation de ton gourou vidéaste qui fait des images à coucher de soleil, tu as juste besoin d'arrêter de faire les erreurs que tu fais déjà pour améliorer la vidéo que tu sais déjà faire. Ok. Bon, de toute façon, je mettrai les liens en description de tout ça, les gens iront voir. Merci Max pour d'avoir accepté de mon invitation. Voilà, donc si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je vous invite aussi à aller voir la chaîne de Max où lui m'a interviewé et on se retrouve très vite pour la prochaine. Salut!